Alors, Jean-Pierre Finet, bonjour. Bonjour, M. Fauteux. En premier, je pense qu'on peut se tutoyer, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Pour nos téléspectateurs, dis-moi un peu ton cheminement, ta formation, puis parle-nous de ton père, évidemment, comme contexte. Parle-nous de ton. Qu'est-ce que j'ai pas compris Ton, le dernier bout? ton père, en plus de ta formation et ton expérience. Mon père? Ah, OK. Écoute, je suis un spécialiste d'efficacité énergétique. J'ai un bac en sciences politiques et un diplôme en communication et relations publiques. J'ai travaillé, j'ai fait mes débuts chez Hydro-Québec au début des années 90. Ensuite, je suis allé à Vancouver chez PowerSmart, qui est un peu un genre de Energy Star canadien à l'époque. Ensuite, depuis ce temps-là, depuis la fin des années 90, je collabore à titre de consultant avec différents gouvernements, distributeurs d'énergie, associations de consommateurs, environnementalistes, industrie de l'efficacité énergétique. Donc, tout ce qui fait améliorer l'efficacité énergétique, autant au point de vue des économies d'énergie que de la gestion de la demande en puissance. Puis ton père a été Donc, vice-président de l'efficacité énergétique à l'Hydro dans quelles années? Est-ce que c'est un peu grâce à lui? C'est lui qui t'a donné la piqûre d'efficacité énergétique? ouais, ben, c'est-à-dire, que je suis arrivé à Hydro en 91, au tout début du plan global en efficacité énergétique, où Hydro devait investir 1 milliard sur 10 ans et sa clientèle 2 milliards pour aller chercher 9,3 TWh d'économie d'énergie. Mais finalement, Hydro-Québec s'est pas rendu jusqu'aux années 2000, a mis fin à tout ça là, dans les années 95-96. Et donc, c'est ça, moi, je suis parti en 95, justement, pour Vancouver, chez PowerSmart, à l'époque, pour diriger les services aux membres. À cette époque-là, tous les distributeurs d'électricité canadiens et quelques gazières étaient membres de PowerSmart. Il y avait même des membres à l'international, entre autres au Brésil et en Europe. Donc, c'est ça. Oui, c'est là où j'ai pris la piqûre pas mal, parce qu'avec Hydro, je représentais l'Hydro sur un paquet de comités nationaux et internationaux qui touchaient, entre autres, au code, aux normes, à la réglementation, au label d'efficacité énergétique. Donc, un peu tout ce qui est l'infrastructure, je dirais, des économies d'énergie, et pas juste les subventions. Tu as été impliqué aussi au niveau du PowerPipe. Oui, c'est vrai. J'ai été 4 ans en France où j'ai commercialisé le PowerPipe, qui est un système un récupérateur de chaleur des eaux grises. D'ailleurs, je suis allé chercher avec mes collègues là-bas un petit 5 système qui est une reconnaissance spécifique des économies d'énergie en termes de kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré pour des technologies qui sont novatrices. Donc, en France, toutes les économies d'énergie sont calculées en kilowattheures par mètre carré. Il y a une réglementation thermique, c'est leur code de bâtiment, finalement. Donc, il y avait une réglementation thermique RT 2005 et si on voulait faire reconnaître les économies d'énergie de notre technologie dans le cadre de cette réglementation thermique-là, ça prenait une reconnaissance euh, des économies d'énergie qui découlaient de cette nouvelle technologie-là. Et on a un arrêté ministériel signé de la main de Jean-Louis Borloo, qui est l'ancien ministre de l'Écologie sous Sarkozy, qui reconnaît les économies d'énergie spécifiques du PowerPipe en France. Et maintenant, ça fait partie de la réglementation thermique 2012 de façon plus normalisée, je dirais. Mais avant, la récupération des calories sur les eaux usées, ça n'existait pas en France. Là, c'est Et obligatoire. maintenant, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie. Parce que là, en France, la différence entre la France et le Québec, puis le Canada, je dirais l'Amérique du Nord en général, c'est que nous, ici, on a des codes prescriptifs. C'est-à-dire qu'on prend surtout l'approche prescriptive, entre autres pour le bâtiment résidentiel. Et on dit, ben voici, vous allez reconstruire les bâtiments avec tel niveau d'isolation dans les murs, tel niveau d'isolation dans les plafonds, etc., etc., etc. On établit des minimums. Tandis qu'en France, ben, ils leur disent, regardez, faites ce que vous voulez en autant que vous atteignez tant de kilowattheures par mètre carré de surface. Et L'approche donc, performance, c'est l'approche performance. C'est ça, exactement. comme R 2000.
Oui, c'est ça, mais appliqué à l'ensemble des bâtiments. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que là, on peut offrir différentes solutions, combinaisons de solutions, puis les constructeurs, ils vont en fonction de leur objectif, mais aussi de leur des spécificités de leur projet. Et donc, c'est ça. Mais en France, il n'y a pas de sous-sol, donc. Oui, Pardon? ça favorise l'innovation, dans le fond, les approches par performance. Oui, ben c'est ça. Puis en France, par contre, la différence d'ici, c'est qu'en France, puis en Europe, ils n'ont pas de sous-sol comme ici, nous on a. Donc, et vu que ça s'installe sous la douche, ben c'est surtout dans les immeubles collectifs qu'on installe des systèmes de récupération de chaleur des eaux grises verticaux comme ça, en préchauffage de l'eau froide, ce qui est bizarrement interdit ici au Québec. Parce que la RBQ, justement, interdit de préchauffer l'eau froide de peur de favoriser le développement de la légionelle. C'est complètement incongru, là, de parce qu'il n'y a pas d'eau qui stagne. Puis, bon, c'est la seule juridiction au monde là, qui a décidé d'une bizarrerie comme ça. C'est quand on pense en plus qu'il y a peut-être 30 à 50 minimum des chauffe-eau électriques québécois qui sont déjà contaminés à la légionelle puis qui font rien pour ça. Tu sais. En tout cas, tant qu'à moi, c'est très incongru. Puis bon. Il y a un expert, Jean Joly, je pense, de la santé publique, qui avait dit à Benoît Perron qu'il y avait une centaine de souches bactériennes dans nos chauffe-eau, d'où l'importance d'avoir, c'est quoi, le 140 ou 160 Fahrenheit auquel la température qu'on devrait régler notre chauffe-eau? En Fahrenheit, là, je suis plus habitué, mais en Celsius, par contre, je sais que la bactérie se développe entre 25 et 42 degrés Celsius et que les chauffe-eau, on recommande de mettre c'est-à-dire la loi exige que les chauffe-eau sortent de l'usine en étant réglés à 60 degrés Celsius. 60. Cependant, de l'aveu même de plusieurs manufacturiers, ils ne font pas tous pour éviter les poursuites à cause de brûlures. Donc, finalement, ça serait endémique là, en partant. Et de toute façon, le thermostat sur les chauffe-eau électriques va jusqu'à 66 degrés Celsius. Moi, je recommanderais à tout le monde d'installer, c'est-à-dire de chauffer l'eau au maximum, ou à tout le moins de façon périodique, de monter à 66, et d'installer une valve de thermostatique, un mitigeur d'eau chaude à la sortie des chauffe-eau pour éviter les brûlures. D'ailleurs, Hydro-Québec, bon, lors du dernier plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec en 2016, moi j'avais soulevé ce point-là à la Régie de l'énergie qui a, suite à ça, ordonné une réouverture d'enquête exactement sur le programme de délestage des chauffe-eau. Et cette année, j'aurais cru peut-être dans le cadre de la prochaine requête tarifaire d'Hydro-Québec, mais qui risque de ne pas arriver avec le projet de loi 104. Mais cette année, quand même, en principe, Hydro-Québec devrait déposer un plan de développement pour les 10 prochaines années, un plan d'approvisionnement, excusez, qui donc devrait, en tout cas dans le cadre duquel il devrait nous proposer ce qu'il appelle un critère anti-légionnel. À ce que je sache, Hydro-Québec aurait collaboré avec une experte internationale qui, je soupçonne, est Suzanne Deshoux de France, avec qui on collaboré, puis avec l'Institut national de santé publique pour finalement développer un critère anti-légionnel qu'ils vont nous proposer cet automne. Moi, ce que j'encouragerais tous les Québécois à faire partie de ce programme, à participer dans ce programme de délestage de chauffe-eau-là, pour deux raisons. Ben, un, pour maximiser le potentiel de gestion de la demande en puissance à partir de cette mesure-là. Et de deux, ben, pour éliminer la présence de la bactérie dans les chauffe-eau. À chaque année, si on croise les chiffres, les statistiques de l'INSPQ, il y aurait entre 1 et 7 personnes, je crois, qui mourraient de la légionellose suite à la présence de la légionelle dans les chauffe-eau. Donc, c'est un problème qui est existant. Et que, l'INSPQ avait peur que ce problème-là s'accroisse avec le programme d'Hydro-Québec si on interrompait les chauffe-eau un peu de façon trop longue. Là, au bout de 4-5 heures, si les gens faisaient une grosse utilisation d'eau chaude pendant que le chauffe-eau est débranché, est délesté, c'est-à-dire que ça aurait pu accroître de 0,67 la présence de la bactérie, selon eux, là-dedans. Je vais débrancher ça.
Continue. Et donc, c'est ça. Et c'est pour ça que l'INSPQ ne voulait pas donner son aval au programme d'Hydro-Québec. Et c'est pour ça que moi, je me suis objecté. 0,67 d'augmentation de risque. Oui, ben, je vais t'envoyer le document, si tu veux, d'Hydro-Québec qui parle de ça, justement. Puis il y a même un document aussi où on dit justement qu'il y a des manufacturiers qui ne règlent pas à 60 degrés Celsius le chauffe-eau. En sortant, ce qui est contre la loi, en passant, la loi l'exige. Bon. Et donc, c'est ça. Moi, je crois que Hydro-Québec associe un potentiel de gestion de la demande en puissance de 450 MW au programme de chauffe-eau, de délestage des chauffe-eau. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus grand que ça. Mais Hydro-Québec le limite, entre autres, à cause de l'effet de reprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a délesté les chauffe-eau pour passer une pointe, ben là, il faut les rebrancher, si vous voulez. Bon, là, si on les rebranche tout en même temps, c'est certain que ça va avoir un impact sur le réseau, mais il y a façon tant qu'à moi, d'utiliser différentes stratégies. Donc, et finalement, au lieu de les délester au moment de la pointe, moi, je pense qu'on devrait faire du stockage thermique avant la pointe. Donc, de monter les chauffe-eau, les températures à 66 degrés Celsius, de sorte à augmenter cette période ou la quantité d'eau chaude, si vous voulez, qu'on a disponible par après pendant la pointe. Le problème aussi que ça pose avec ça, c'est que si l'inquiétude des NSPQ elle est réelle pour l'augmentation de la prolifération de cette bactérie-là dans les chauffe-eau lors des événements de délestage, ben, qu'est-ce qui arrive dans le cas de débranchement des ménages à faible revenu qui ne payent pas leur facture? On leur débranche à chaque année l'électricité. Et donc, ça veut dire qu'on favoriserait l'éclosion de cette bactérie-là chez un gros paquet de personnes au Québec, bien que la clientèle à faible revenu. Ouais. Et là, ça, est-ce qu'on leur dit aux clients? Hydro-Québec a réussi à trouver une vieille publicité en anglais sur son site web il y a plusieurs années où il disait l'importance de maintenir la température élevée dans les chauffe-eau. Mais depuis ce temps-là, il n'y a plus rien. Moi, je n'ai rien vu en tout cas. Puis, et à chaque fois qu'il débranche et rebranche des ménages à faible revenu, je ne crois pas qu'il les avise non plus par rapport à cette statistique de probabilité d'augmentation de la présence de cette bactérie-là. Donc, je suis un peu inquiet, je dirais, sur ce point-là. Je vais leur poser la question à l'INSPQ. Pour le commun des mortels. Ben, à l'INSPQ, oui. Et à Hydro aussi. Ben ouais. Pour le commun des mortels, explique un peu, les gens n'ont jamais compris pourquoi Hydro voulait qu'on fasse de l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, avec les surplus qui veulent juste qu'on fasse la gestion de la demande de pointe, c'est-à-dire le matin à l'heure du fruit, ou est-ce que l'efficacité énergétique est-il encore dans l'intérêt d'Hydro-Québec? Ben, c'est-à-dire que jusqu'à l'année passée, qu'Hydro-Québec fasse des économies d'énergie puis qu'on ait des surplus, c'était pas une mauvaise chose. Un surplus, ça reste dans le réservoir, c'est correct, c'est bien. Sauf que pour la première fois en 50 ans, l'an dernier, Hydro-Québec a dû ouvrir les vannes des barrages pour laisser passer de l'eau parce que là, ça débordait et ça menaçait. Et donc, là, ton surplus d'électricité, ben, c'est moins intéressant, ça se transforme en perte. Donc, ça, moi, je blâme ça, entre autres, sur la mauvaise planification d'Hydro-Québec à l'époque, mais aussi au gouvernement, surtout au gouvernement, qui a forcé l'achat d'énergie éolienne dont on n'avait pas de besoin, mais pas du tout. Et donc, on a été forcé d'acheter l'énergie éolienne à fort prix. Et pendant ce temps-là, ben, on a dévalorisé l'efficacité énergétique justement par les surplus. Ça a été des questions de mauvaise politique des gouvernements qui se sont succédés à Québec. Donc, dans la mesure où un surplus devient une perte, ben là, c'est moins intéressant pour Hydro-Québec de faire d'économie d'énergie en tant que tel. Cependant, tant qu'à moi, c'est temporaire, là, et surtout dans une perspective d'électrification des bâtiments et des transports au Québec, on va en avoir besoin, donc on va commencer à gruger pas mal dans ces surplus-là. Et c'est là où, finalement, les économies d'énergie vont être d'autant plus intéressantes. L'économie d'énergie, ça demeure de ce qui est le moins cher là, pour acquérir un kilowattheure. L'économie d'énergie, ça se situe peut-être entre 3 et 4 cents du kilowattheure, tandis que là, on parle toutes les autres alternatives, la romaine, etc., c'est bon, on parle de 8 cents du kilowattheure facilement. L'énergie éolienne et photovoltaïque, ben, c'est intermittent, donc ça compte pas à moins qu'on l'ajuste à du stockage qui là fait en sorte que ça devient plus compétitif.
Donc, c'est ça. Par contre, on a beau avoir des surplus d'énergie, on a un déficit en puissance appréhendé beaucoup. Le coût évité en puissance d'Hydro-Québec, le coût évité de court terme, c'est-à-dire d'ici jusqu'à 2024, est de 20 du kilowatt an, AN là, par année, parce qu'on calcule cette puissance-là sur cette base-là. Et à partir de 2024, c'est 120 du kilowatt an. Donc, pour vous dire, donner un exemple entre-temps, le programme GDP Affaires d'Hydro-Québec offre aux clients qui acceptent de s'effacer ou de déplacer leur pointe en période, leur demande en période de pointe, c'est de 70 du kilowatt-an. Donc, ça demeure un moyen moins cher que d'acquérir de la nouvelle puissance à partir d'hydroproduction. Et tant qu'à moi, le potentiel. Je peux te Oui, demander, vas-y. pour convertir, si on parle du résidentiel, l'ensemble du réseau, en période de pointe, combien est-ce que ça coûte ces dernières années à Hydro en kilowattheure pour chaque kilowattheure produit au plus fort de l'hiver, le matin et à l'heure du souper, au prix moyen? Oh, je sais, ça va fluctuer, là, puis ça dépend où tu vas l'acquérir en plus. Puis ils peuvent l'acquérir aussi sur les marchés de court terme, puis donc on ne sait pas comment c'est produit, tout ça, mais ça peut être de l'ordre de plusieurs dizaines de sous du kilowattheure là, de façon temporaire. Donc, ton kilowattheure, tu vas le payer 80 cents, une pièce pendant pas longtemps, mais pour répondre à une très faible partie de la demande. D'ailleurs, la pointe d'Hydro-Québec est de 100 à 300 heures par année, qui calcule le grosso modo. Mais en réalité, si on se fie sur les appels au public qu'on nous faisait dans le temps, à l'époque, qu'on disait, écoutez, les fêtes, il va faire très froid, là, remettez votre lavage de vaisselle à plus tard, puis prenez une douche plutôt qu'un bain, etc. Normalement, ça arrive à peu près à tous les 2 ans qu'on faisait un appel au public, puis on allait chercher bon an, mal an, comme ça, en moyenne de 300 à 500 mégawatts, juste de contribution gratuite de la part des clients, là. Les clients, de façon gratuite, là, vont collaborer avec Hydro-Québec, vont comprendre le message, vont faire leur effort de l'ordre de 300 à 500 mégawatts gratuitement, complètement gratuitement. Sauf que Hydro-Québec ne l'inscrit pas au bilan, ça. Et la régie aussi refuse de l'inscrire au bilan en puissance. C'est-à-dire qu'on fait ça un peu, je dirais pas pour rien, mais pour la forme, dans la mesure où Hydro-Québec va toujours sécuriser d'autres approvisionnements au cas où parce qu'ils veulent pas avoir de blackout. Donc, oui, ils sont bien contents qu'on le fasse, mais non, ils ne se fient pas là-dessus. Quel serait l'intérêt pour le consommateur de le comptabiliser? Bien, c'est-à-dire que là, il y a Hydro-Québec cet automne un projet pilote là, de crédit et de tarifs à la pointe. Et en passant, là, s'il y avait 15 événements, je pense que ce qui a été calculé, je pourrais t'envoyer l'information, là, mais ça reviendrait à peu près. Tu pourrais sauver 30$ par année, finalement, si tu participes dans ces programmes-là avec le crédit à la pointe. Le crédit à la pointe critique. C'est-à-dire que le crédit à la pointe critique, on donne, je pense, c'est 50 sous du kilowattheure économisé à la pointe. On va le calculer à partir en comparant les profils de consommation via les compteurs communicants. Mais Hydro-Québec se dit pour pas qu'on rémunère, si tu veux, une marge d'erreur, on va demander à ce que on va commencer à rémunérer à partir d'un minimum de 2 kWh. Bon, toi, chez toi, André, si tu as un système d'appoint, puis qu'il y a une pointe, puis qu'Hydro-Québec t'envoie un message sur ton téléphone intelligent, tu dis, bon, ben, à partir de 4 heures cet après-midi jusqu'à 9 heures ce soir, on te demande de restreindre ta consommation, ben là, tu peux partir ton foyer donc restreindre ta consommation et finalement atteindre ce 2 kWh-là relativement facilement. Moi qui habite sur le plateau dans un petit logement, chauffé avec plainte électrique, 2 kWh, là, oublie ça, je ne peux pas l'atteindre. Donc, moi, je fais partie du problème plutôt. Et moi, j'occasionne un peu la pointe parce que c'est un logement mal isolé avec des plaintes électriques finalement. Mais c'est ceux qui surtout ont des systèmes de chauffage d'appoint qui peuvent en tirer un bénéfice. D'ailleurs, même ceux qui sont un peu plus aventureux
Parce que le crédit à la pointe critique ne comporte aucun risque. Donc, Hydro-Québec rend ça volontaire, l'adhésion, mais si c'est obligatoire ou si c'est automatique pour tout le monde, mais il n'y a pas personne qui serait pénalisé avec ça. Par contre, le crédit, le tarif à la pointe critique, ça, c'est une Il y autre a chose. deux Là, c'est un produits. tarif un peu. C'est ça, C'est faudrait que deux produits différents. laisse-moi juste expliquer que Le le tarif contexte, à c'est la. que cet automne, Hydro, j'ai vu sur leur site web, ils vont envoyer un courriel à ses clients qui sont inscrits au site web et offrir un test avec 18 000 ménages. Et il y a deux options, effectivement. Donc, l'option du crédit hivernal, les deux sont volontaires entièrement, puis ils disent qu'à l'avenir, ça va être offert à tout le monde sur une base volontaire. Reste à voir si ça va être imposé un jour, comme partout ailleurs où ils ont installé des compteurs intelligents. Mais c'est ça, il n'y a pas de risque pour l'option du crédit hivernal, mais ça prend un compteur communicant. Ce que moi, je n'ai pas. Il faudrait que les gens Ouais. mettent il y a une gaine, un bouclier compteur intelligent qui bloque les radiofréquences à 99 pour se protéger du point de vue de la santé. Puis là, tu pourrais l'avoir. Mais Ouais. pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas envoyer un signal à Hydro-Sherbrooke? Ma tante qui a la biénergie, elle a la lumière rouge qui allume sur son comptoir dans la cuisine quand elle est à la biénergie, selon la température. Mais avec les heures, les gens pourraient avoir un rappel avec un voyant rouge, justement. Je n'ai pas de téléphone intelligent non plus. Moi, je suis un Ouais. dinosaure. C'est un peu ce que. C'est un peu. Je dirais un peu, c'est un peu l'évolution de du tarif de biénergie, dans le sens que la biénergie, ça ratisse large, dans le sens que à partir de -12 ou -15 dans les régions plus froides du Québec, le système permute automatiquement à la source alternative d'énergie qui n'est pas l'électricité. Mais il n'y a pas nécessairement de pointe concordante à partir de -12. Si ça arrive une fin de semaine, par exemple, ben non, il n'y en a pas de pointe. Là, mais le système, lui, il va bêtement quand même là, switcher. Et ça représente, si tu veux, dans quelque sorte, des pertes de revenus pour Hydro-Québec et un effacement non nécessaire, finalement. Donc, c'est pour ça que la région a encouragé beaucoup Hydro-Québec à faire de la biénergie télécommandée. D'ailleurs, ils vont un peu implanter ce système-là aussi avec ils vont faire la conversion de la centrale de Inukjuak bientôt. Hydro-Québec a déposé ce projet-là à la Régie de l'énergie. Présentement, Inukjuak est alimenté à partir d'une centrale thermique et ils vont construire une centrale au fil de l'eau. Mais ils vont garder une centrale thermique en backup, si tu veux, puis pour les pointes des demandes. Mais c'est surtout, ils vont installer des systèmes d'énergie chez tous les gens et ça va se faire de façon télécommandée. Les gens, ça ne sera pas une permutation en fonction de la température. Ça va être une permutation en fonction, oui, de la température qui va influencer, mais aussi de la demande. Alors, si on revient à la tarification dynamique, l'autre option, c'est le tarif D. L'autre option, c'est le tarif de pointe qui est basé un peu sur le même principe que la biénergie, c'est-à-dire que Hydro-Québec va offrir un tarif moindre que ceux qui sont au tarif D pour les périodes hors pointe. Cependant, à la pointe, je pense si je me souviens bien, c'est 50 cents du kilowattheure. Tu as intérêt à t'éclairer à la chandelle et à reporter toute ta consommation là, rendue là. Et ça, c'est ça qui peut être dangereux, c'est ça qui devrait demeurer volontaire de toute façon aussi. Mais pour ceux qui comprennent pas bien ou qui partent en vacances pendant les hivers rigoureux, ou etc., puis qui gèrent pas la consommation, ils risquent d'avoir des grosses surprises. Mais d'ailleurs, un peu le projet pilote faire à ça là, avec Hydro-Québec, à voir justement là, qu'est-ce qui pourrait poser problème. Là. Puis ils vont le régler cet automne. J'ai pas aucun souci avec ça. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu comme le programme de gestion de la puissance pour le milieu à faire. Mais au niveau de la clientèle. Sauf que le gain du crédit en période de pointe critique est environ serait de 30$ par année si on participait à 15 événements de pointe. Mais il n'y en a pas 15 événements de pointe. Combien? Jusqu'à 100 $? Pardon? L'économie potentielle avec le Flex D, ça serait combien? Le flex, ça, c'est le tarif, là. Ah non, le tarif, ça, on ne l'a pas chiffré encore. Et ça dépend des périodes de pointe et ça dépend aussi de ton profil de consommation. C'est ce qu'ils vont regarder cet automne. Mais quelqu'un qui a un chauffage, par exemple, d'appoint au propane, par exemple,
Puis qui est prêt à gérer sa consommation en fonction des appels d'Hydro-Québec. Puis maintenant, avec les téléphones intelligents, les Nest, etc., on est capable de tout programmer ça à distance même. Donc, tu reçois un message d'Hydro-Québec sur ton iPhone, puis tu envoies un message à ta maison, tu dis, bon, ben, gars, switch-moi ça. Permute au propane, et il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Il y a moyen de faire, de faire un peu d'argent avec ce tarif à la pointe-là pour ceux qui savent bien gérer leur consommation. Puis qui ont un système de chauffage d'appoint. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'ils disent que tu n'es pas obligé d'avoir de la domotique pour profiter de ces options tarifaires-là. Mais je me demande justement, est-ce que ça va augmenter beaucoup la pollution associée au chauffage au gaz et surtout au chauffage au bois si tout le monde se lance là-dedans? Ça dépend comment on regarde ça. Ben, premièrement, le chauffage au bois à Montréal, depuis le 1er octobre de l'année dernière, c'est interdit des systèmes de chauffage au bois qui sont pas certifiés EPA. Et ça dépend aussi quand on compare avec quoi. Si tu compares, par exemple, avec Bécancour en période de pointe, si plutôt que de gérer la pointe, par exemple, avec une fournaise au mazout qui a 80% d'efficacité, de 100 à 300 heures par année, si plutôt que ça, on disait, bon, on va produire avec la centrale de Bécancour en période de pointe comme Hydro-Québec voulait le faire en 2015, ce qu'on a d'ailleurs, ça c'est à quoi on s'est opposé puis qu'on a gagné aussi finalement. Et là, Bécancour, on parle d'une efficacité de 25-30%. Là. Et donc, finalement, oui, ça boit du gaz naturel, mais donc c'est très inefficace. Et donc, je pense que c'est toujours mieux d'y aller localement, c'est-à-dire dans les maisons, on a un taux d'efficacité énergétique plus grand. Puis, dans cette perspective-là, oui, il y a des systèmes d'appoint qui sont moins dommageables que d'autres, dont les systèmes de granules, de chauffage au granule. Quelqu'un qui a un système de chauffage au granule comme backup, et lui, finalement, des émissions de gaz à effet de serre, ça ne sera pas pire, là, au contraire. Là. Ça serait la solution idéale, finalement. Un chauffage électrique avec un appoint au granule. Et qu'il y aura un panneau solaire et une batterie en cas de panne d'hydro aussi. Sur Oui, c'est pas, oui. Ouais. Pourquoi pas? Donc, toi, penses-tu que ces options tarifaires pour gérer la pointe, est-ce qu'il y a un risque qu'elles deviennent obligatoires, imposées un jour par hydro? Je pense pas, parce que notre pointe ici, moi, en tout cas, je suis pas très inquiet, parce que faut tenir compte du type de production puis du type de consommation aussi. La pointe est due à quoi, puis le type de production. Je vous prends un exemple. Par exemple, en France, on a une production qui est de type nucléaire surtout. Donc, nucléaire, tu peux pas faire varier ça en arrêtant une turbine d'un barrage ou, tu peux pas jouer avec ça comme l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, tu peux moduler ta production en fonction de la demande. Le nucléaire, c'est bien de valeur, mais c'est tout le temps le pied au tapis ou c'est arrêté, un des deux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Ontario, ils vendent de l'électricité vraiment pas chère la nuit parce que, écoute, la centrale nucléaire, il faut qu'elle fonctionne quand même. Donc, puis en France, par exemple, ils n'ont pas des hivers aussi rigoureux que nous, et les pointes sont surtout comportementales. Ils sont surtout dus le matin, finalement, au déjeuner, puis tout ça, puis le soir au souper aussi. Donc, c'est-à-dire, ouais, c'est un peu différent que ça, mais moi, quand j'habitais en France, je faisais mon lavage l'après-midi en période hors pointe. Tu as deux tarifs, et donc c'est statutaire. Je dirais que c'est toujours comme ça. Là, tous les jours, entre chaque heure et chaque heure, entre telle heure et telle heure, ça va coûter plus cher. Et donc, parce que leurs pointes sont régulières. Nous, nos pointes sont climatiques. Donc, je vois pas la nécessité d'avoir si tu veux, des heures régulières où on dit, tous les jours, entre telle heure et telle heure, ça va coûter plus cher. Il n'y a pas de logique. Là, un peu comme je disais tout à l'heure pour la biénergie, ça ne sert à rien de permuter à moins 12 si tu n'as pas de pointe. Là, ouais. Surtout le fait qu'on est prisonnier du climat et même du chauffage électrique, plus de 70% des maisons. Puis exactement.
plein de locataires dans des bâtiments inefficaces qui n'auraient pas de grand contrôle non plus. Ça ne serait pas équitable. Non, c'est ça, exactement. Donc, ça pénaliserait les gens comme moi dans les logements où tu n'as pas de marge de manœuvre. Là, tu peux pas, tu peux pas dire, bon, OK, on va mettre 12 couvertes de plus. Donc, c'est ça, ça serait pas logique. Puis, il y a un bassin suffisant, tant qu'à moi, de gens qui peuvent gérer leur consommation pour justement passer à travers ces points-là de façon volontaire. Je ne vois pas la nécessité, en tout cas à ce stade-ci, d'avoir quelque chose d'obligatoire au Québec. Je ne l'envisage pas à court terme non plus. Mais penses-tu que les gens qui vont le tester cet hiver-là, c'est mieux évidemment de commencer avec le tarif, pas le Flex D, mais le premier qui, lui, ne comporte pas de risque. Si on veut faire un test, comment est-ce qu'on... Ouais, mais le potentiel de gain est pas mal moins grand. Comme je te dis, selon le scénario qu'Hydro-Québec a étudié, là, admettons 15 interruptions dans une année à 2 kWh chaque, ça t'amène à 30 pièces d'économie d'énergie par année. Tu en as fait des efforts là-dessus. Mais tandis que si tu as vraiment un système de chauffage, tout dépend si tu as un système de chauffage à point et si tu es capable de le gérer. Dans ce cas-là, moi, je dirais, allez-y au tarif de point critique. Mais on va voir d'ailleurs à la lumière des résultats du projet pilote de cet automne, jusqu'à quel point, finalement, ça peut être avantageux de prendre un tarif plutôt que le crédit. Oui, le crédit, c'est lui qui n'a pas de risque. Mais si quelqu'un a une maison solaire très performante, il n'y a pas tant de gain à faire que ça si la remise est basée sur ta consommation moyenne. Hein? Exactement. Si tu es déjà hyper efficace, tu n'as pas de marge de manœuvre à donner à personne. Là, donc, OK. Mais par contre, c'est ça. Mais si tu as une grosse maison, comme Céline Dion, par exemple, puis que tu as des autos de branchés, puis etc., ben, puis tu as un système d'appoint, là, ça peut être payant pas à peu près. Ouais. Okay. C'est les riches qui vont profiter des programmes. Ben, c'est eux autres qui coûtent le plus. Ben, c'est à eux que ça coûte. Tu sais, je prends Céline Dion comme exemple, là. Ben, si elle a une grosse consommation puis qu'elle s'efface à la pointe, avec le tarif de pointe critique, parce qu'un système de pointe, hey, ça va être payant, mais c'est relatif quand même par rapport à sa consommation. Là, c'est pas. Donc, c'est ça. Mais pour être équitable pour l'ensemble des Québécois, est-ce qu'on ne devrait pas imposer des tarifs plus élevés aux grandes puissances résidentielles et autres, justement? Les Céline Dion de savon qui gaspillent. Ah ouais, c'est ça, peut-être. Ben bon, non, ben c'est parce que c'est dans ce temps-là, c'est dans ces cas-là où on voit que l'approche européenne en termes qui calcule la performance énergétique en termes de kilowattheure par mètre carré, ça peut être intéressant finalement. Je pense que c'est en Californie qui ont 10 ou 15 paliers. Plus tu consommes en puissance, plus le tarif augmente. Hein? Oui, ben c'est ça, ouais. Ben ici, je pense en tout cas, le résidentiel aussi, là, il y a quand même une bonne marge de manœuvre. Là. Les propriétaires de grosses maisons qui consomment beaucoup, là, ne sont pas pénalisés encore. Sont sur le même pied d'égalité que tout le monde, là, encore. Si je partage l'écran, on voit ici, là, on paye 40,6 sous par jour pour accéder au réseau. La première tranche, c'est les premiers 40 kWh à 6 sous. Puis là, on s'approche dangereusement du 10 sous dans la deuxième tranche. Mais la puissance, ils ont enlevé le facteur de puissance. Avant, il y avait un autre tarif si on dépassait la puissance. Oui, mais puis on en a discuté beaucoup. Ben, premièrement, Hydro-Québec a passé, je pense, de 36 à 40 kWh, pour dire ça, avant tu sais, dans cette stratégie tarifaire-là, Hydro-Québec a dit, OK, comment on peut faire justement pour améliorer l'efficacité énergétique par la tarification sans pénaliser la clientèle à faible revenu? C'est un peu ça qui est le défi. Là. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, OK, bon, on va augmenter la deuxième tranche, mais on va augmenter le seuil, la première tranche, on va la faire passer là, justement à 40 kWh pour donner un break. Mais par contre, ceux qui vont commencer à consommer plus que ça, ben
là, on va augmenter le tarif. Donc, c'est un peu une incitation à gérer mieux sa consommation, même par l'emploi, et qui donne un break à la clientèle à faible revenu en même temps. Et penses-tu dans quelques années qu'il va y avoir une très forte participation à ces tarifs de pointe optionnels? Oui, oui, sauf que ça me déçoit dans un sens que on l'a toujours fait gratuitement. T'sais. Ouais. On l'a toujours fait plein de bonne volonté, gratuitement, tous les Québécois. Et là, on va rémunérer quelque chose de façon compliquée, quelque chose qu'on faisait de toute façon de bon cœur, puis de façon gratuite, mais qu'Hydro-Québec et la Régie de l'énergie refusaient d'inscrire au bilan en puissance. Moi et d'autres intervenants à la Régie de l'énergie aussi, on a milité pour plutôt qu'on reconnaisse ça. Sauf que Hydro-Québec et la Régie disent, ben écoutez, puisqu'on n'a aucun contrôle là-dessus, on peut pas le mettre au bilan en puissance. Mais on a beau pas avoir de contrôle là-dessus, il reste qu'il y en a pas moins qu'à chaque année, à chaque fois qu'Hydro-Québec fait un appel à la population, on fournit toujours de 300 à 500 mégawatts de puissance gratuitement. Ben ouais. Donc, c'est un peu injuste qu'on ne reconnaisse pas finalement notre contribution, à moins de la rémunérer. C'est ça que je trouve poche un peu. Ouais. Et encore là, je ne sais pas si c'est avec ce tarif-là, si on va reconnaître, si Hydro va dire qu'ils ont plus de contrôle là-dessus qu'ils ont lorsqu'ils font les appels au public. Ouais. Donc, je ne sais pas, il va falloir regarder le prochain plan d'approvisionnement d'Hydro, qui devrait être cet automne en octobre environ. OK. Là, j'affiche le site de Transition énergétique Québec parce que Jean-Pierre Finet, tu viens d'être élu député et ministre de l'Énergie du Québec. Ah oui. Quelle serait ta stratégie énergétique idéale si on s'en tient juste au résidentiel? Comment aimes-tu les programmes actuels et puis est-ce que les fournisseurs d'énergie devraient encourager davantage l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables? Qu'est-ce que tu fais si on te donne carte blanche? Moi, André, là, ce que je ferais, là, puis c'est déjà dans le plan de texte, sauf qu'ils l'ont mis à la dernière année du premier plan directeur, c'est l'étiquetage des bâtiments, des logements résidentiels. Je pense qu'on doit être en 20 ans en arrière de l'Europe là-dessus. Je ne comprends toujours pas pourquoi cette procrastination au Québec là, fait juste afficher la performance énergétique des logements et des maisons au Québec. Tu vas voir que l'amélioration de la performance va se faire de façon beaucoup plus intensive. En France, là, puis ailleurs en Europe, depuis encore plus longtemps qu'en France, si tu veux afficher un logement à louer ou si tu veux vendre une maison, tu ne peux pas tant et aussi longtemps que tu n'as pas de cote énergétique. Donc, c'est obligatoire. Et il ne te demande pas une performance énergétique, il te demande juste une cote. Sauf que si tu affiches une cote énergétique relativement poche sur un logement loué, puis que tu demandes un prix exorbitant, ben, tu risques de ne pas trouver preneur. Ici, finalement, quand on veut se louer un autre logement ou acheter une autre maison, il faut regarder les factures d'Hydro-Québec, puis regarder les autres factures, etc. Puis et se faire une idée de la performance. Donc, c'est pas. Et pourtant, on fait des analyses énergétiques avec Neuroclimat un peu partout, puis on n'a aucun système d'étiquetage des bâtiments, des performances des bâtiments. C'est ridicule. Ça aurait dû être ça que Transition énergétique Québec aurait dû faire en premier. Instaurer un système de labeling des bâtiments, des performances des bâtiments. Et là, de façon endémique, là, tu vas voir que tu n'as pas besoin de subventions tant que ça pour que le monde se mette à faire des améliorations pour avoir l'air moins fou, finalement. Mais dis-moi justement, connaissant l'inertie qui vient de la résistance des courtiers en immeubles et des propriétaires de logements qui ne veulent pas afficher la performance énergétique, est-ce que Transition énergétique Québec est un organisme censé être indépendant? Est-ce qu'il y a les mains libres pour imposer progressivement cette cotation énergétique? Parce que c'est politique. Ils ont les pouvoirs. Ah, tout à fait, ils ont les pouvoirs. Puis, je suis pas d'accord pour dire que tout le monde est contre. Il y a des agents d'immeubles qui sont en faveur
Il y en a, c'est Via Capital, entre autres, il me semble, qui est plus ouvert d'esprit là-dessus. Il y en a même qui ont collaboré à un système en attendant avec Écohabitation, entre autres, là, pour évaluer en termes de kilowattheures par mètre carré à tout le moins là, Via comme Capital. indicateur. Ouais, donc c'est ça. Il n'y a pas d'unanimité contre ça. Puis à un moment donné, là, les dinosaures, ben ils resteront en arrière. Là, moi, je pense que de l'afficher, c'est la moindre des choses. Et puis encore là, on n'exige pas de performance. Là. Tu peux avoir juste un logement pourri sur le point de vue énergétique, puis le louer, puis c'est légal. Il n'y a pas personne qui va exiger de faire des travaux, tout ça. Sauf que tu vas mettre ton loyer en conséquence, puis sauf que le marché aussi va y aller en conséquence. Les gens, avant de louer un logement avec une cote énergétique pourrie, ben ils vont dire, écoute, ben, je vais aller voir ailleurs. Donc, ça va quand même inciter les gens à faire quelque chose, parce que sinon, tu as toujours des barrières à l'adoption de mesures d'économie d'énergie, comme justement les incitatifs partagés. Un propriétaire qui loue un logement sans payer pour l'électricité, par exemple, dont la charge du chauffage et tout ça est à la solde du locataire, lui, le propriétaire de logement n'a pas d'intérêt à faire des améliorations énergétiques de son bâtiment. Là. Donc, c'est pas lui qui paye la facture. Par contre, si tu le fais afficher, sa performance énergétique, là, il va avoir un intérêt à se bouger les fesses un peu. Oui, c'est ça, ça va stimuler la rénovation, mais comme disait André Bourassa, président de l'Ordre des architectes pendant 8 ans, très écolo et tout ça, très fort sur l'enveloppe du bâtiment, lui, je pense qu'il y a un petit triplex, je ne sais pas trop, mais il dit que les hausses de loyer permises par la régie ne vont jamais permettre de récupérer l'investissement. Quels seraient les incitatifs? On ne peut pas juste mettre un fusil sur la tempe des propriétaires de logements. Ben, c'est pas un incitatif, c'est d'avoir une planète qui va survivre. Là. Tu sais, moi, Ça, c'est clair. Ça, c'est à un clair. moment donné, là, tu sais, Non, mais il y en a qui disent qu'ils n'ont carrément pas les sous. On ne peut pas forcer tout le monde à prendre des prêts pour rénover. Ils sont pas obligés non plus. Puis ils peuvent louer les logements inefficaces. Puis il y a des gens à moindre prix. Puis c'est comme ça. Écoute, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre aussi partout. Là. Ouais. Tu peux pas continuer non plus d'être inefficace de façon à l'insu des locataires, finalement. Là, non, je pense que tout le monde doit faire sa part. Ça en fait partie. Puis euh, il n'y a pas personne qui va les forcer, là, puis s'ils veulent faire des améliorations, ben, il sera possible d'en faire. Il y a Mais évidemment je pense que Habitation durable, une dizaine de villes qui ont adopté le programme de Victoriaville qui donne jusqu'à 8 000 pour des maisons neuves, efficaces et 3 000 en rénovation. Qu'est-ce qui arrive au FIM, le Fonds financement innovateur pour les municipalités efficaces? Ça ne bouge pas, ça? ben, ça a été, premièrement, là, il y a eu un projet pilote qui a été fait au Québec, là. Puis on n'a pas eu trop d'informations là-dessus sur les résultats. Je sais qu'Écohabitation y a participé, mais la QME est morte. Je ne sais pas si tu es au courant, mais l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie qui pilotait ça Ouais. a fermé ses portes en avril. La situation est Pourquoi, ça, on ne fermée. sait pas. OK. Pardon? Donc, l'AQMR a fermé carrément ses portes. Le site web Oui. fonctionne. Donc, Ben, le site web ne fonctionne plus non plus rien, là. Et donc, c'est ça. Puis, en tout cas, c'est assez louche ce qui s'est passé avec la QME. Puis, ça se prendrait un journaliste pour aller poser quelques questions. Parce que je ouais. pense qu'il y a eu. Je vais t'envoyer le blog de Denis Tanguay, Québec Énergie, qui dit que finalement, qui fait un peu la liste des subventions qu'ils ont reçues ces dernières années. Ils ont reçu au-dessus d'1 million de dollars, puis où c'est passé, qu'est-ce que ça a donné, tout ça, on ne sait pas. Ouais. 1 million de dollars, entre autres, de tech du ministère de l'Économie, Sciences et Innovation, etc. Et puis donc, c'est ça. Puis on ne sait pas, ça a fermé en catimini. C'est assez louche d'ailleurs, en tout cas. Mais passant par-dessus, film, C'est encore oui. affiché sur le site de Varennes. Ah, puis c'est correct, Varennes c'était une des municipalités participantes là-dedans. Puis moi, je trouve que c'est un bon concept de faire financer des mesures d'économie d'énergie par les taxes d'amélioration locale.
C'est tout à fait louable que les municipalités comme ça s'investissent dans ce cas-là. Sauf que le problème au Québec, c'est la loi ne le permet pas clairement. Elle ne l'interdit pas clairement non plus, mais elle ne le permet pas clairement non plus. Tandis qu'en Ontario, il y a 3 ans, je crois, sinon 4 ans, ils ont adopté une loi spécifique pour permettre le financement de mesures d'économie d'énergie via la taxe d'amélioration locale. Et au Québec, la loi sur les compétences municipales puis la loi sur les cités et villes ont des dispositions qui font en sorte qu'ils rendent plusieurs inconfortables à adopter ce genre de programme-là, si vous voulez. Donc, c'est l'avantage que le prêt soit basé sur la maison et non le propriétaire. Hein? Oui, exactement. C'est ça. C'est que l'emprunteur, c'est la maison et non pas le propriétaire de la maison. Donc, on peut comme ça faire des améliorations énergétiques et le payer à même son compte de taxes année par année, après année, pendant un terme qui pourrait durer de 15-20 ans même. Et donc, tu vends ta maison 5 ans après, puis c'est le nouveau propriétaire qui va continuer à faire les paiements là, pour ces améliorations-là. Qui va continuer aussi au prorata à bénéficier des économies d'énergie. Je trouve ça très intelligent comme concept. Là. Ça a commencé aux États-Unis, tout ça, et puis je pense que c'est ça. Sauf que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de volonté gouvernementale qui va clairement le permettre et l'encourager, pas sûr que ça va lever plus que ça a levé là. OK. Quels autres genres d'initiatives tu aimerais voir pour favoriser l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables? Moi, je collabore beaucoup avec Quest puis la Community Energy Association. Je crois beaucoup à la planification énergétique communautaire. C'est-à-dire que je pense que les communautés ont intérêt à s'impliquer et à regarder combien. Je vais donner un exemple. La ville de London, en Ontario, à un moment donné, fait l'inventaire de sa facture énergétique régionale et ils se sont rendus compte que c'est à peu près 1,6 milliard par année de consommation énergétique là, qui est due là, au bâtiment, au transport et à tout là, sur leur territoire, les industries, etc. Et ils ont fait le calcul de ce qui reste dans la communauté, puis finalement, il y a un gros paquet qui s'en va dans l'Ouest canadien. Il y en a un gros paquet, 15 qui va en taxes, etc., etc. Puis finalement, il y en a 10 qui restent dans la communauté. L'énergie, c'est une exode d'argent beaucoup. Là, donc, les communautés ont intérêt s'ils veulent stimuler leur développement économique, donc ils ont intérêt à s'impliquer et à améliorer leur efficacité énergétique pour justement que cet argent-là reste dans la communauté. Là, donc, moi, je favoriserais aussi beaucoup la planification énergétique communautaire au Québec, qui se fait pas beaucoup encore. On voit ça avec les réseaux de fibre optique. Il y a des régions en Colombie-Britannique, dans le Colorado, entre autres, qui ont leur propre réseau de fibre optique et ensuite on câble les bâtiments au cuivre, les nouvelles technologies de cuivre. Et tout ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus cybersécuritaire et beaucoup plus sain que le Wi-Fi. Et donc, mieux se baser sur les compagnies télécoms. Mais pour revenir à ça, qu'est-ce que les communautés London... Quest, c'est quoi? Tu parlais de Quest? Quest, c'est Quality Urban Energy Systems of Tomorrow. En français. Urban. OK. Puis est-ce que London participe à ça? La ville de London, oui. Puis là, ces temps-ci, moi, je collabore aussi avec le Community Energy Association dans un projet qui va parler de mitigation et d'adaptation au changement climatique dans une dizaine de communautés québécoises. Là. Ça aussi, je pourrais te l'envoyer si tu veux, mais finalement, donc c'est ça, ça travaille beaucoup au point de vue communautaire. OK, donc il y a des Québécois impliqués dans cette association canadienne? C'est-à-dire pas énormément. Là, au Québec, on est un peu en retard par rapport aux autres municipalités, mais c'est-à-dire que cette approche-là favorise beaucoup, premièrement, la réalisation d'inventaires énergétiques et de GES, ce qu'on a fait, nous, ici, pas mal dans le cadre du programme Climat Municipalité.
mais en plus de ça, là, on va plus loin. Là. On passe à l'action beaucoup plus. Tandis qu'au Québec, ben, on a tendance à mettre ces rapports-là sur des tablettes, puis ça accumule de la poussière. Là. Et je dirais que c'est un peu dû aussi à notre type de production. Ici, on se sent moins concerné par les GES via les bâtiments parce qu'à cause on utilise prioritairement l'hydroélectricité, tandis qu'ailleurs, c'est beaucoup plus le gaz et le mazout. On a un distributeur d'énergie majeur ici, c'est Hydro-Québec, tandis que, bon, en Ontario, tu as plusieurs distributeurs d'énergie locaux. Donc, c'est ça, c'est plus morcelé. Donc, mais je dirais, donc, c'est ça. Mais c'est quand même là une approche là, que moi, entre autres, dont j'ai parlé aux îles de la Madeleine à la mi-juin, parce que la communauté des îles de la Madeleine, ben, c'est une communauté qui est complètement isolée et qui devrait bénéficier d'ailleurs de cette approche-là beaucoup plus. Là. Ce qui est intéressant en plus avec cette approche-là, c'est une des choses qu'on fait, c'est de la cartographie énergétique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte géographique et on va de cette communauté-là et on va implanter déjà à l'avance un paquet d'informations par rapport au zonage, par rapport au schéma d'aménagement, par rapport à l'âge des bâtiments, etc., etc., etc. Et là, on assoit un paquet de gens de la communauté alentour de la table, puis là, on leur dit, OK, regardons ensemble, c'est quoi les opportunités en termes de production locale d'énergie renouvelable et de consommation aussi locale d'énergie renouvelable. Quelles sont les opportunités aussi de récupération de chaleur? Une usine qui dégage beaucoup de chaleur et qui la rejette dans l'atmosphère sans aucune valorisation, ça pourrait être valorisé par d'autres bâtiments à côté, des serres, etc., etc. Donc, c'est ça. Et finalement, ça amène les gens à échanger sur ces problématiques-là de façon hands-on, comme on dit en anglais. J'avais trouvé, moi en tout cas, j'étais sceptique au début sur cette façon de faire-là, mais j'ai vu l'engouement des gens moi-même où j'ai animé justement des sessions du genre, là, entre autres au Nouveau-Brunswick aussi. C'est une façon de faire là, qui favorise la cohésion dans le milieu, l'échange d'informations, l'échange de points de vue. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Puis c'est peut-être quelque chose qu'on envisage aussi pour les îles de la Madeleine. Quelles sont les autres villes québécoises impliquées dans cette gestion communautaire? Ah, ben là, le nouveau projet, écoute, il faudrait que je retrouve la liste et que je te l'envoie bientôt. Là, je vais te trouver. Mais OK. On fera un suivi là-dessus. Ouais. En terminant, Ouais, parlons d'autoproduction. Ça a pris 10 ans avant d'avoir 150 autoproducteurs d'électricité, principalement solaire au Québec. Et là, on est rendu à 700. Il y a eu un boom. Et là, il y a des gens dans l'industrie qui disent qu'Hydro-Québec veut tuer l'industrie photovoltaïque car elle se sentirait menacée comme aux États-Unis où les producteurs, distributeurs font la guerre au solaire. Hydro n'est pas vraiment si menacé que ça par le photovoltaïque. Non, sauf que c'est pas tellement ça. C'est que c'est-à-dire que quand, admettons, toi, tu as un système photovoltaïque sur ta maison, tu produis de l'électricité, c'est l'excédent que tu remets sur le réseau qui est valorisé par Hydro-Québec. Si tu mets un kilowattheure sur le réseau d'Hydro-Québec, Hydro-Québec doit le transporter puis doit le distribuer ailleurs, ce kilowattheure-là. Donc, jusqu'à maintenant, Hydro-Québec reconnaissait comme valeur du kilowattheure le coût de production, transport et distribution. Tandis que tout ce que les clients résidentiels fournissent, c'est le coût de la fourniture, si tu veux. C'est la fourniture seulement. Donc, ils survalorisaient le kilowattheure en reconnaissant un pour un, si tu veux. Un kilowattheure produit équivaut à un kilowattheure remboursé. Ou en tout cas, compensé. C'est le crédit que reçoivent les autoproducteurs actuels sur le réseau principal, le réseau intégré. Exactement. Nous, on a dit, entre autres, pour les îles de la Madeleine et les réseaux autonomes, écoutez, vous payez ce kilowattheure-là
beaucoup plus cher et donc vous devriez reconnaître sa valeur à plus à ce qu'elle vaut réellement finalement. Là, tu sais. Nous, c'est qui? Tu Donc, représentais qui à la Régie de l'énergie? moi, je représentais le regroupement des organismes environnementaux en énergie et aussi le RNCREC qui est en faveur de ça, le regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec. Donc, ce qu'on disait, écoutez, la valeur du kilowattheure produit dans les réseaux autonomes est plus importante pour la fourniture qu'elle peut l'être dans le réseau intégré. Donc, à tout le moins, dans le réseau autonome, reconnaissez-le à sa juste valeur. Et c'est pour ça qu'aux îles de la Madeleine, si tu t'installes un système photovoltaïque, Hydro-Québec, pour chaque kilowattheure de surplus, là, pas autoconsommé, mais de surplus que tu vas remettre sur le réseau, Hydro-Québec va te donner à peu près 17 cents du kilowattheure. Ça, c'est intéressant. Parce Sauf que... Hydro n'a pas besoin de partir, de brûler autant de diesel, ou c'est du mazout ou du diesel? Exactement. Ouais, c'est du mazout. Là, remarque, c'est une centrale au diesel, mais c'est du mazout qui brûle, là, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Et ils n'ont pas besoin de brûler autant de mazout pour produire de l'électricité et ça vaut 17 cents. Donc, ils payent. Fait que les gens sont contents. Sauf que il y a deux problèmes à ça. La production solaire photovoltaïque se fait pendant les périodes hors pointe. Donc, si tu veux, c'est un ajout non nécessaire entre toi et moi. C'est un peu pour Hydro. C'est une problématique que la régie a soulevée aussi. L'autre problème que moi j'ai soulevé, c'est que c'est contre-productif la façon dont Hydro a établi ses tarifs, puis je m'explique. Premièrement, tu es limité. Tu peux pas. OK. Si tu si tu parsemais ta maison, puis ton garage, puis etc., de panneaux photovoltaïques, tu ne pourrais pas rajouter sur le réseau plus d'électricité que ce que tu consommes. Ouais. Donc, Hydro-Québec veut pas que ça soit une machine à faire de l'argent pour les clients. Donc, il dit, ils ont limité ça à ta consommation, à ta propre consommation. Donc, dans cette perspective-là, moi, André, plus je te donne d'argent pour produire un kilowattheure, moins tu vas être capable de t'installer de panneaux. Autrement dit, si là, j'exagère, là, mais dans le Nord canadien, c'est 47 sous du kilowattheure. Admettons que je te donnerais 20 piastres du kilowattheure, André. Plus je te donne de l'argent, moins tu peux installer de panneaux parce que plus tu vas atteindre le plafond rapidement. Donc, c'est là où c'est un peu contre-productif. Ouais. L'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est la crainte d'Hydro-Québec là-dedans, puis c'est pas une crainte seulement, c'est une limitation technique. Hydro-Québec ne peut pas intégrer, en tout cas théoriquement à tout le moins, là, selon ses dires, plus que 5 d'énergie distribuée, produite de façon distribuée, là, comme entre autres par les autoproducteurs. Donc, il ne peut pas inclure plus que 5 de cette énergie-là dans leur réseau. Et ça, là, c'est plus que 5 c'est pas par rapport à notre capacité maximale installée, là, par rapport à notre plus faible consommation l'été. Là. Puis les éoliennes, c'est combien? C'est-à-dire que les éoliennes, c'est pas pareil. Les éoliennes, c'est-à-dire que ça en fait partie. Mais quand ils sont regroupés, il y a un service d'intégration, si tu veux, de l'énergie éolienne qui est fourni par Hydro-Québec Production. Donc, si tu veux, qui tient compte des vents pour ouvrir ou fermer les vannes des barrages, là, si tu veux, en fonction de ça. Tandis qu'Hydro-Québec Production, là. Les éoliennes, c'est pas 2 de la production d'hydro? Ah, c'est possible, j'ai pas fait le calcul récemment, là, mais c'est pas énorme, là, de un, mais de deux, il y a un service d'intégration de cette énergie-là qui est fourni par Hydro-Québec. Donc, si tu veux, qui joue un peu là, au coordonnateur de trafic des électrons. Tandis que les photovoltaïques, les systèmes photovoltaïques qui sont installés sur les toits un peu partout des gens en province, ben là, tu as un nuage qui passe par-dessus un, qui passe pas par-dessus l'autre, puis tout ça. Donc, tu as une production qui fluctue même pendant la journée. Ouais. Et ce qui fait en sorte que ça fait un peu maniaco-dépressif comme apport d'énergie sur le réseau d'Hydro-Québec, d'où la limitation de 5 OK. Ça leur cause quand même, ça leur génère quand même des coûts de gestion de recevoir ça.
la production intermédiaire? Ben, pour l'éolienne, oui, il y a des coûts de gestion pour les grosses éoliennes, mais pour le photovoltaïque, il n'y en a pas, puis c'est pour ça qu'il y a une limitation Il n'y a pas de coût. Je théorique à demandais à 5 Hydro. Pour ça, Je demandais à Hydro, est-ce qu'il y a des coûts qui sont occasionnés? Parce que la distribution de l'énergie, c'est déjà payé dans notre facture d'électricité selon Énergie solaire Québec. Alors, eux, ils disent que, parce qu'il faut leur expliquer, là, Hydro va demander prochainement à la régie de réduire le crédit qu'ils donnent 1 pour 1, qui tomberait quoi à 2 sous et demi du kilowattheure pour les kilowatts solaires envoyés sur le réseau? ben, c'est ça, ça va couper de moitié à peu près, finalement, là. Et donc, ça va augmenter la période de retour sur l'investissement du double, finalement. Ça va la doubler. Donc, ça va être de moins en moins intéressant pour la clientèle, parce qu'Hydro-Québec va seulement reconnaître la valeur de la fourniture et va pas payer en plus pour la distribution, puis va pas rémunérer finalement l'autoproducteur pour la distribution puis le transport qu'elle doit assumer de toute façon. Donc, s'il crédite 2-3 sous au lieu de 6 sous, d'après toi, est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça coûte 3 sous à Hydro de distribuer cette énergie-là, reçue des autoproducteurs? Ben, c'est-à-dire que oui, en théorie, oui, là, Hydro-Québec, là, quand on prend ton électron que tu produis, c'est ça, elle doit l'amener sur le réseau puis le livrer ailleurs, en principe. Là. Et le facturer, etc. Il y a donc, dans le coût évité de transport et de la distribution, il y a aussi le coût évité de l'administration, service à la clientèle et tout ça, là, qui fait partie de ça. Donc, en principe, oui, ils ont raison. Puis c'est le même argument que tous les distributeurs d'énergie aux États-Unis utilisent pour justement dire, ben là, parce que plus le prix du photovoltaïque diminue, plus il s'en installe, ben à un moment donné, c'est vrai que ça peut atteindre un seuil critique. Et mais ce seuil-là va être limité de toute façon par la capacité d'intégration d'Hydro-Québec qui va être limitée à 5 de la consommation minimale en été. Là, finalement, là, si en hiver on consomme, je sais pas moi, 40 000 mégawatts de puissance en été, je sais pas, on consomme peut-être 10-12 au max. Donc, c'est 5 de 10-12 mégawatts de puissance. OK. Et c'est ça ce que disent les producteurs et distributeurs d'électricité, c'est que c'est pas équitable pour l'ensemble de la clientèle de payer tous ces frais-là qui sont occasionnés juste par quelques autoproducteurs. Tu es d'accord avec ça? C'est ce qu'ils disent. Moi, par contre, c'est ce que je recommande à ceux qui sont c'est un peu pervers dans le sens que tu sais, quand je te disais, de toute façon, là, les autoproducteurs produisent de l'énergie qu'on n'a pas de besoin, là, dans le sens que c'est pas elle n'arrive pas à la pointe nécessairement, là, tu sais. Moi, je dis aux gens, comme aux îles de la Madeleine, je connais une fille qui a installé du photovoltaïque sur sa maison. Puis je dis, toi, t'as intérêt à, quand il fait beau, à ne pas utiliser d'électricité, en tout cas le moins possible, puis reporter ta consommation quand tu produis pas, finalement, là, de sorte à injecter le plus possible d'énergie sur le réseau. Là, tu sais. À 17 Donc, sous. tous les gens qui sont... Pardon? À 17 sous, oui, ça vaut la peine. À 17 sous, exactement. Ouais. Ben, ils vont le limiter justement à sa consommation parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire de chèque aux clients. Oui, c'est ça. OK. C'est limite à ta consommation annuelle totale. C'est ça. J'ai fait un Mais article. donc, avant, c'était une banque de kilowattheures que Hydro-Québec balançait à tous les 2 ans. Maintenant, ça va être une banque d'argent. Donc, finalement, c'est ça. Ils vont solder là, parce que c'est ça. Ils vont le calculer en fonction du nombre de sous par kilowattheure et plutôt que par kilowattheure. Ouais. En mars, depuis le printemps, l'achalandage sur mon site web a explosé. Puis j'ai annoncé dans ma revue de mars et sur le site qu'on était rendu à parité. Le kilowattheure solaire est à parité avec Hydro-Québec sur la durée de vie de 30 ans des systèmes, parce que la production est fiable, elle ne baisse pas beaucoup après 20 ans. Et ça, c'est les calculs d'Yves Poisson de Ressources naturelles Canada. Il me disait qu'en 2010, le kilowatt, c'était 6 500, donc on parle de
$6,50 à 8 le watt en 2010 solaire. Et là, on parlait de 3,50 en 2016. Puis là, même les gens à qui je parle en ce moment, là, on est autour de 2,5 piastres le watt. Donc, c'était l'an passé les systèmes de 6 kW et plus, mais là, même des systèmes de 5 et de 4 kW ou 4000 watts, qui sont très fréquents, là, sont rendus à parité. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de récompenser ces gens-là? Non. Dans le fond, les gens peuvent comprendre que c'est rentable. Si tu gardes ta maison, tu n'as pas besoin de subvention, vraiment. Bien, c'est-à-dire, non, ouais, mais sauf qu'on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer une énergie intermittente avec une énergie stable aussi. Là, si tu veux faire une comparaison en net, il faudrait que tu mettes du stockage avec ton photovoltaïque, ce qui fait en sorte que là, ta parité, tu l'aurais perdu rapidement. Là. Oui, ça, c'est des prix pour les gens qui sont raccordés au réseau et qui n'ont pas de batterie, effectivement. Mais l'autre chose, c'est que Hydro, sur son site, va dire à la toute fin quel est je pense que c'est dans les tarifs dynamiques, là, ils disent quelle est la forme d'énergie la plus propre au Québec? C'est l'hydraulique, c'est l'hydroélectricité selon les 6 règles, l'analyse du cycle de vie qui a été faite. Sauf que Yves Poisson, qu'admettre, lui, ce qu'il va répondre, c'est que oui, mais c'est pas beaucoup plus, c'est plus des débats académiques parce que le solaire, l'éolien n'est pas beaucoup plus polluant que l'hydraulique. Et surtout, construire un grand barrage, ça a pas mal plus d'impact que de mettre des panneaux solaires sur des bâtiments. C'est ça l'intérêt pour les citoyens, là. Moi, selon moi, André, vous avez les deux torts parce que tant qu'à moi, la plus propre et la moins chère des énergies, c'est l'économie d'énergie. C'est qu'on consomme pas. Moi, je suis d'accord avec toi, là. Si on parle de production énergétique. Ben, écoute, sais-tu quoi? Là, je vais te donner une coupe. Puis, ouais, je sais pas ça. Je suis en train de travailler à l'Organisation de l'industrie de l'efficacité énergétique au Québec. Je suis en train de travailler avec... l'association? Ben, ça va s'appeler le Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique. Okay. Et finalement, on va regrouper l'ensemble de l'industrie, les fournisseurs de services et d'équipements qui, finalement, sont un peu disparates. Là, ils ont toutes des spécialités et on va les regrouper au sein d'une industrie, finalement, là, juste les membres de l'industrie, pour demander davantage d'investissement, mais aussi une hausse des cibles en matière d'efficacité énergétique, autant en économie qu'en réduction d'énergie. Donc, vous allez remplacer la QME, mais vous allez tenir compte du résidentiel? Non, ben, c'est-à-dire, premièrement, la QME, c'était plus, je dirais quasiment un club social là, avec autant des fournisseurs que des utilisateurs. Nous, il n'y aura pas d'utilisateurs. Ça va être que des fournisseurs. La QME, c'était donc surtout pour favoriser les échanges entre les utilisateurs et les fournisseurs, tandis que la nouvelle organisation va être une organisation de représentation de l'industrie auprès des autorités gouvernementales, entre autres. L'autre lacune de la QME, c'est que ça ne tenait pas compte du petit résidentiel. Ben, c'est-à-dire que la QME, c'est-à-dire aucun de ses membres était dans le résidentiel, la QME, c'est ça qui était drôle. Mais ce qui a coulé un peu la QME vers la fin, c'était que ils se sont mis à faire un paquet d'accompagnement d'entreprises directement, mais en concurrence avec leurs membres. Les membres de la QME, c'était des membres qui font ça justement, qui accompagnent les clients de Gaz Métro et d'Hydro dans leur démarche d'efficacité énergétique. Et là, tu as la QME qui concurrençait ses membres. À un moment donné, ça ne se tient pas debout. Et non, nous, ça va être l'ensemble du bâtiment. Résidentiel, commercial, industriel, institutionnel, mais incluant même les procédés. Moi, ce que j'ai parlé à Tech dernièrement, puis il voulait que je ressorte des boules à mythes, l'article que j'ai fait à quelques reprises, où je parlais de Jacquard & Sims, une étude qui disait, je pense, que pour chaque kilowattheure économisé, à chaque million de dollars investi dans l'efficacité énergétique, on produisait, je pense, c'était 4 fois plus d'emplois par million investi que la construction de grands barrages.
Et les trois quarts, c'était le respending effect. L'argent que le Oui, citoyen économise, il investit ailleurs plutôt que de l'envoyer à Hydro-Québec, il l'envoie au gouvernement qui gère plus ou moins bien nos impôts. ben, exactement. On augmente le pouvoir d'achat des clients résidentiels, on augmente la profitabilité des entreprises. Et ça, en plus, on favorise beaucoup le développement économique régional et la création d'emplois, mais dans l'ensemble des régions, plutôt que les éoliennes qui favorisent une région en particulier, Ouais. euh, et qui a besoin d'être subventionné tout le temps. L'efficacité énergétique est plus démocratique dans ce sens que c'est ça, ça va avoir que des bénéfices, mais distribués dans l'ensemble de la province en plus. Là, et c'est ça, ça augmente le pouvoir d'achat, ça augmente le PIB, etc., etc. Donc, et oui, ça crée 4 fois plus d'emplois que la production hydraulique. Mais Et cette d'ailleurs, étude-là, ce qui est est-ce que drôle, tu as des preuves de ça? Parce que Jacquard and Sims, c'est 1991. Est-ce que cette étude-là a été refaite pour prouver que c'est 4 fois plus d'emplois? Parce que les politiciens vont j'ai embarquer. pas vu de mise à jour de cette étude-là. Moi, je me fie encore sur Jacquard là-dessus. Ouais, Je pense pas que ça a jamais été contesté. euh, que ça a été contesté du tout. Non, je pense que ça a toujours été accepté. À un tel point, même, je dirais que l'industrie de l'énergie renouvelable se l'est approprié un peu, cette statistique-là, en disant que l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable créent 4 fois plus d'emplois que la production. Donc, moi, je pense que c'est plus l'efficacité énergétique, là, mais Ouais. et donc, mais c'est ça, j'aimerais ça d'ailleurs que tu me l'envoies, celle-là encore. Il faudrait que justement, Oui, je vais t'envoyer ça. Euh, les surplus d'hydro vont durer combien de temps avec les gros contrats qui sont en train de signer avec le privé, notamment les gestionnaires de bases de données et tout ça, là, leur surplus pourrait disparaître quoi, dans 5 ans, Hydro? non, 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 non. Premièrement, écoute, Massachusetts, là, je suis bien d'accord, là, je suis bien content si on est capable de vendre des surplus à 9,45 TWh au Ouais. Massachusetts. Mais localement, ils Le ne vont pas problème, les c'est que, écouler. Les surplus ne vont pas les ben, écouler bientôt ben, au centre de données. premièrement, nos surplus annuels, ça équivaut à ça, à un peu plus que ça, même, je dirais, là, en ce moment, là. Donc, ça, c'est, à part les surplus engrangés déjà, là, nos surplus annuels, je pense que sont ça de 12-13 TWh, là. Euh, mais euh, l'électrification des transports, l'électrification des bâtiments, la vente aux États-Unis, probablement en Ontario aussi éventuellement. Ça, non, je vais dire, on a des surplus encore pour très longtemps, tant qu'à moi. Ouais. Mais si on entend les gouvernements euh, parler quand ils parlent des exportations, ils se mettent tout de suite à parler aussi, ben là, ça veut dire qu'on va lancer d'autres barrages après. Wow, minute, là. On a un potentiel de gestion de la demande en puissance qui est plus grand que le parc de la Romaine. Tu sais, le parc de la Romaine, André, là, c'est 1550 MW à peu près. Mais le potentiel de gestion de la demande en 1550 mégawatts. 1550, il me semble. Mais le potentiel de gestion de la demande en puissance, là, puis pas juste selon moi, mais selon aussi Pierre-Olivier Pinault, il est au-dessus de 2000 MW. Donc, avant de construire un barrage, là, on va-tu commencer par mieux gérer notre consommation à moindre coût? Ouais. Il y a plein de bâtiments qui sont prêts à s'effacer à la pointe, même en regardant le tarif d'électricité interruptible aussi avec les grandes entreprises, tout ça, il y a plein de possibilités de mieux gérer nos actifs actuels avant de se mettre à construire d'autres barrages comme des castors puis de générer d'autres surplus. Là. À un moment donné, là, first things first, là, take a number, là, l'éolienne puis à Pouillette puis les grands barrages. Là, ce qui coûte le moins cher, c'est l'efficacité énergétique. On va toujours bien commencer par ça avant de s'entreprendre d'autres chantiers. Puis dans le bâtiment, les plus grandes mesures, les plus rentables, c'est dans la rénovation, évidemment. C'est avant même le code du bâtiment. Ce serait quoi les technologies, les stratégies à prioriser? Pour la gestion de la demande en puissance, moi, ce que je favoriserais, c'est, OK, tu as comme deux stratégies, si tu veux, pour gérer la pointe. Tu peux soit déplacer la charge ou l'effacer.
Moi, je préférais beaucoup la déplacer plutôt que l'effacer. Ça dépend de ton alternative. Finalement, dans le potentiel de gestion de la demande en puissance, tu as différentes choses que tu peux faire. Donc, par exemple, préchauffer un bâtiment, si tu veux. Euh, tu peux faire, tu pourrais gérer de la ventilation à la pointe, etc. Différentes choses. Mais le stockage thermique, tant qu'à moi, représenterait une avenue intéressante et euh, propre, plus propre que finalement partir une génératrice, un groupe électrogène de secours pendant 100 heures par année pour compenser pour l'effacement complet. Là. Parlons de ça Donc, tu sais, dans les il y maisons. a des mesures de gestion de la demande en puissance qui sont plus propres que d'autres, finalement. OK, donne-moi des exemples. Dans une unifamiliale, quel type de stockage thermique serait Ah là, OK, intéressant? moi, je parlais dans le commercial surtout. Là. Oui, c'est Mais, ça. mais dans le résidentiel, il y en a en Ontario un peu de stockage thermique qui se fait dans des briques, là, des matériaux là, qui peuvent accumuler beaucoup de chaleur. Là. Bon, il y a différentes technologies, mais ça peut se faire aussi avec des systèmes combos, là, des systèmes où tu peux accumuler de l'eau chaude, entre autres. Euh, Combo, c'est eau chaude domestique et l'eau dans les planchers, par exemple. C'est-à-dire c'est un système qui a un chauffe-eau finalement qui fait l'eau chaude domestique et qui fait l'eau chaude pour le chauffage du bâtiment. Ouais. Donc, tu pourrais finalement faire du stockage de chaleur. Mais moi, quand je l'avais en tête, c'était plutôt dans les gros bâtiments. Là. Ouais. Mais aussi, entre toi et moi, là, Hydro-Québec a développé une pile qui s'appelle Estalion. Ils ont changé de nom, là, ça a l'air, là, mais ils ont développé une grosse pile dans un prototype là, qui est de 1,2 MW avec un 1,2 MWh d'énergie. Euh, ils l'ont testé sur le réseau. Entre toi et moi, c'est une façon de gérer la pointe aussi. Là. Les batteries aussi des automobiles chez les gens, là, aussi, puis les Powerwall aussi, ça va en être un moyen aussi de mieux gérer sa demande en puissance. Ouais. Donc, il y a plein de technologies maintenant là, qui vont faciliter ça, cette gestion-là. Finalement, je compare ça un peu comme noliser un autobus pour aller à Québec puis revenir à Lège. C'est pas logique. Là, Revenir euh, comment? Revenir à pardon? la... Tu veux dire l'autobus est vide en revenant? Ouais, c'est ça. À Lège, comme les vieux. Ouais. C'est ça. Finalement, c'est de mieux répartir notre consommation de sorte à avoir un facteur d'utilisation de notre réseau d'électricité qui est plus intéressant puis qui a moins qui est moins maniaco-dépressif. Là, Ouais. Jean-Pierre, c'est super intéressant de jaser avec toi. Je pourrais passer la journée, mais je n'ai pas le temps, puis toi non plus. On va Ben poursuivre oui, c'est tout le temps intéressant, André, j'aime bien ça. ouais, on va poursuivre la discussion. Mais là, j'ai enregistré, je mets ça sur YouTube, puis on pourra faire périodiquement des suivis comme ça si tu veux. Parfait. Merci. Fait qu'on s'envoie des documents chacun de nos côtés. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye, à bientôt.